Protection de certaines espèces animales menacées, cas spécifique du pangolin, c'est le thème que nous abordons dans l'instant débat fait croiser, une rubrique organisée par la télévision Diaspora FM. Invité Romefo Jules Deauville, juriste spécialiste des questions de lutte contre la criminalité phonique. Peggy Ludovic Dagba également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Avec nous aujourd'hui, Romefa Dovi, il est juriste, spécialiste des questions de lutte contre la criminalité phonique. Il faut dire que aujourd'hui, certaines espèces sont menacées de disparition parce que, compte tenu de l'action, on va dire, prévaricatrice ou destructrice même de l'homme sur ces genres d'espèces et qui, ma foi, ne peuplent plus nos forêts. Et donc, il y a des lois qui ont protégé ces espèces-là. Et parmi ces espèces, nous avons le pangolin qui se retrouve au Bénin. Et cela, vous le saurez dans quelques instants de la bouche du spécialiste juriste, on va dire, Romefa Dovi. Bonjour. Oui, bonjour, pays. Alors, téléspectateurs. À l'évocation du thème, on se demande forcément où se trouve le pangolin. Et d'abord, comment peut-on reconnaître l'animal pangolin? Voilà. Et d'abord, je vais commencer par définir ce que c'est que le pangolin. Bon, il faut dire que le pangolin est un mammifère insectivore qui se nourrit des termites et des fourmis. Donc, pour localiser cette espèce localement, c'est-à-dire au Bénin, bon, nous allons les découvrir plus précisément dans le centre, vers Zogodomé et les alentours, jusqu'à Dassa. C'est leur milieu naturel ici au Bénin. Est-ce qu'ils courent les rues? Est-ce qu'on peut... leur nombre est quand même assez important. Bon, il faut dire que nous avons deux catégories de pangolins au Bénin. Nous avons le pangolin 4 cuspide et le pangolin géant. Mais dans ces zones, habituellement, le type de pangolin que nous essayons de découvrir, c'est le pangolin écaille tricuspide. Pour pouvoir reconnaître le pangolin, et c'est une espèce qui a des écailles sur le dos. Tout son corps est couvert d'écailles. Bon, je dirais d'écailles. Mais ce n'est pas une espèce qu'on découvre dans la journée. C'est nuitamment qu'on arrive à trouver ces espèces-là. Comme moi, la plupart des Béninois, en tout cas des téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent, je ne sais pas si ça connaissent, si vous avez vu une fois ce mammifère-là, le pangolin. Si moi-même je l'ai déjà vu. Non, je dis que ce n'est pas un animal, ce n'est pas une espèce connue des populations. Oui, bon, comme je le disais tantôt, les populations du centre connaissent très bien cette espèce-là. Bon, on va en revenir. En avril le passé, il y avait une opération, plus précisément à Dassa, par rapport à cette espèce. Donc c'est bien connu. Et quel est l'intérêt qu'on a protégé cette espèce? Parce qu'il y a plusieurs d'autres espèces qui sont menacées. Voilà. Et il faut dire que nous avons déjà, de par le passé, parlé de l'éléphant, du rhinocéros, mais sans mettre l'accent sur le pangolin. Alors que le pangolin aujourd'hui est une espèce qui est très 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 menacée, comme les deux autres que je viens d'énumérer. Et le pangolin, bon, habituellement, c'est consommé par les Asiatiques. C'est plus consommé par les Asiatiques. Quand je parle des Asiatiques, je voulais parler des Chinois, des Vietnamiens, des Thaïlandais, etc. Mais dans leur pratique, dans leur culture, c'est la consommation de la viande, par exemple, avec certaines études, et par rapport à eux, c'est des viandes qu'on peut utiliser. C'est-à-dire quand on consomme ça, ça lutte contre l'asthme, quand les enfants pleurent, ça lutte contre ces pleurs-là, etc. Mais tous ces, comment appelle-t-on, et également le cancer. Avec le professeur... Donc cette espèce a des valeurs médicinales chinoises. Mais aucune étude scientifique ne l'a démontré ou ne l'a prouvé. Ouais. Et donc, également, on présume également qu'il traite certains cancers. D'accord. C'est un cancer, mais aucune preuve scientifique ne démontre. Et c'est pour cela que les populations ont jeté leur dévolu sur cet animal-là, d'où la menace. Oui, d'abord il faut dire que c'est une espèce qui est très fragile et très sensible. Il n'y a pas de difficulté pour sa capture. Elle n'a pas de moyen de défense. La seule chose, quand elle est menacée, elle s'enroule.
elle s'enrôle et facilement. Elle vit dans sa coquille, on va dire. Oui, pas coquille, mais elle forme une boule. Voilà, elle forme une boule. Elle forme du moins une boule. Et donc, facilement, on arrive à la récupérer. Alors, quelle est la situation sur le terrain aujourd'hui pour qu'on décide vraiment de protéger cette espèce-là? Voilà. Et il faut le dire, les motifs qui amènent à menacer la vie ou à contribuer à l'extinction de cette espèce, je viens de les énumérer tout à l'heure. Mais l'autre chose aussi, c'est un business sur le marché noir qui rapporte énormément. Ah bon? Qui rapporte énormément. Est-ce que vous avez connaissance des cas où nous avons des braconniers, des chasseurs béninois qui vraiment ont jeté leur dévolu sur cette espèce-là, où vraiment ça fait rage? Bon, là, il faut reconnaître que l'année dernière, en 2016, la police a pu, et avec les forestiers, une équipe mixte a pu mettre la main sur 3 individus avec 70 kilos d'écailles de pangolin. Donc, ils étaient condamnés par la suite. On va en revenir. Mais, c'était le mois passé. Il y avait également un cas d'arrestation à Dassazoumé. Donc, c'est maintenant que les organisations spécialisées contre ces crimes-là, contre cette activité, sont en train de mener des investigations sur le terrain pour voir l'ampleur. Sinon, aujourd'hui, nous n'avons pas encore un chiffre exact pour pouvoir démontrer cette ampleur-là, que c'est quelque chose qui est alarmante. Donc, pour le moment, on ne peut pas le dire. Mais nous sommes en train de détecter des cas sur le terrain quand même. Quand est-ce qu'on parle de criminalité faunique? Quels sont les actes qui concourent à ça? Ok, d'accord. Et là, il faut le dire, dans notre loi, la loi faunique béninoise, ces activités sont toujours considérées comme un délit. Mais à l'international aujourd'hui, dans plusieurs tests à l'international aujourd'hui, c'est considéré comme un crime. Un crime parce que... Pourquoi? Un crime parce que il y a une menace grave qui pèse. Même quand c'est pour des besoins nutritionnels, on considère ça, les tests considèrent ça comme un crime. Oui. Parce que vous avez dit que les populations, en tout cas, arrêtent cette espèce-là, tuent ces espèces-là pour leurs besoins nutritionnels. Si vous prenez la loi de 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime sur la faune au Bénin, et dans son article 32, les espèces menacées d'extinction sont intégralement protégées. On ne doit pas les capturer, on ne doit pas les détenir, on ne doit pas, quand ils sont morts, on ne doit pas garder le trophée. Donc, ce qui veut dire que c'est interdit aux populations de pouvoir menacer la vie de cette espèce-là. Mais quelle est la conséquence? Parce qu'aujourd'hui, avec la faim, on s'adonne à ce business ou bien on se nourrit de la chair de ces espèces-là. Mais quelle est la conséquence? Habituellement, les populations ne mesurent pas l'ampleur, la gravité de ces actes-là. La conséquence, c'est quoi? Je l'ai déjà dit au départ, que c'est une espèce qui se nourrit des fourmis, c'est un insectivore, qui se nourrit des fourmis et des termites. Donc, ça joue un rôle très important dans l'écosystème. Mais la disparition de cette espèce va entraîner la modification de cet écosystème-là, où on va constater une multiplication des fourmis et des termites. Après, on va commencer par créer qu'il y a trop de termites, trop de fourmis dans le pays. Mais ce sont ces espèces-là qui arrivent à réguler ces insectes-là. Vous parliez des outils juridiques. Oui, parlant des outils juridiques, vous avez suivi d'ici vers la fin de l'année 2016, il y avait eu la COP 17 de la CITES à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre de la CITES? D'abord, la CITES... C'est quoi la CITES? La CITES, c'est la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Donc, les pays membres de la CITES, c'est encore appelé la Convention de Washington. Les pays membres de la CITES se sont réunis à partir du 24 septembre jusqu'au 5 octobre à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour décider du sort de cette espèce en voie de disparition.
Parce que dans certaines législations, cette espèce est toujours considérée comme partiellement protégée. C'est-à-dire, on peut, par exemple, si je me réfère à la loi béninoise, bon, ici, dans la loi béninoise, c'est intégralement protégé. Mais dans d'autres lois, c'est en catégorie B, c'est-à-dire partiellement protégé. Mais pour maintenant accentuer la lutte contre ces trafiquants, ceux qui menacent sont sur le marché noir, qui profitent de ce business-là, pour pouvoir mener une lutte collective contre ces réseaux et les démanteler, ces réseaux de criminels, il faut véritablement uniformiser un peu les têtes dans ce sens. Donc, harmoniser, oui, merci. Harmoniser les têtes dans ce sens. Donc, ce qui a fait que les pays membres de la CITES, quand ils se sont réunis à Johannesburg, ils ont travaillé, discuté sur les cas de pangolins. Quel sort il faut donner? Parce que même quand vous prenez la CITES, jusqu'à cette date-là, le pangolin est classé, est dans l'appendice 2 de la CITES, c'est-à-dire, bon, peut-être partiellement protégé. Maintenant, à la suite de cette conférence, tous les pays étaient d'accord, sauf l'Indonésie, à catégoriser le pangolin avec ses sous-espèces. Il y a 8 sous-espèces qu'il faut tous les catégoriser dans l'appendice 1 pour que ça soit intégralement protégé et pour qu'il y ait plus de sanctions sévères dans les États. Alors, ces tests-là sont-ils vulgarisés pour que les auteurs que nous dénonçons, les prédateurs, puissent vraiment prendre connaissance et pourquoi pas ça s'agir? Oui, ça c'est un problème que surtout les pays africains connaissent. L'ignorance des tests. Je l'ai déjà dit une fois, quand les tests sont votés, comme dans le jargon juridique, les mots consistent à ignorer les games. Nul n'est censé ignorer la loi. Une fois que la loi est votée, nul n'est censé l'ignorer. Mais encore faudrait-il la connaître. Maintenant, au niveau de la sensibilisation, la sensibilisation se fait sur le terrain. Et il y a des ONG qui sont là, qui ont fait des sensibilisations dans ces domaines pendant une vingtaine d'années. Ça ne porte pas de fruits. Donc, avec, par exemple, le programme appui à l'application des lois sur la faune et la flore, qui a commencé ses activités depuis 2014, il faut aller au-delà de la sensibilisation, de la simple sensibilisation. Il faut aller à la sensibilisation répressive. La sensibilisation répressive, et avec l'expérience que nous avons vécue jusqu'alors, on a constaté effectivement que la répression et la sensibilisation répressive marche plus que la sensibilisation simple. Parce que la sensibilisation simple, les individus, bon, les citoyens pensent que bon, même ils vont venir dire, parler, etc. Après, ils vont partir. Mais là maintenant, quand une personne est arrêtée avec ce genre de produit, il va en garde à vue, il est présenté au procureur et il y a une décision qui est rendue par la suite. Donc, dans cette marche-là, bon, je peux parler de marche, c'est-à-dire au niveau de ces étapes, il y a les familles qui sont informées. Pourquoi telle personne a été arrêtée? Voilà, parce qu'on l'a trouvé avec lui des pangolins ou écailles de pangolins. Il a été gardé à vue, il a été présenté, il a été condamné. Donc, ça fait objet de sensibilisation. Et ça fait qu'aujourd'hui, même si vous faites même un tour sur le terrain aujourd'hui, vous allez constater effectivement que les gens ont l'information. Il y a eu des cas spécifiques d'arrestation et de punition. Voilà. Et j'ai parlé tout à l'heure du cas d'avril 2016 où 3 individus ont été arrêtés. Il s'agit d'un Béninois, un Guinéen et un Nigérien. Donc, quel a été leur sort? Voilà, le sort. Le Béninois et le Guinéen ont été condamnés à 12 mois avec sursis. Mais l'auteur principal, le Nigérien, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 ans et de 12 mois ferme qu'il a purgé tout récemment. Il a fait de purger tout récemment. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons dans l'instant débat fait croiser M. Roumefo Jules Dovi. Vous êtes juriste spécialiste des questions de lutte contre la criminalité faunique. Vous avez commencé par parler des sanctions, de la répression. Quels sont les différents niveaux de sanctions prévus par la loi? Ok, d'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les dispositions de l'article 32 qui interdit de toucher à ces espèces. Ça, c'est ce qui concerne le cadre réglementaire, le cadre juridique. La sanction, lorsqu'on arrête quelqu'un pour voilà. délit. Donc, on va vers les articles 153 et 154. 154, 166
jusqu'à 158, jusqu'à 166. Que disent ces articles? Voilà. Et l'article 153, par exemple, interdit la détention de l'espèce vivante. La détention de l'espèce vivante, ainsi que ses trophées. Mais la personne qui tombe sous le coup de cette disposition est punie de 3 mois à 6 mois. De 3 mois à 6 mois. Comment appelle-t-on, d'une amende de 300 à 500 000 et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Est-ce que ça permet vraiment, ce niveau de sanction permet vraiment d'arrêter, de décourager les criminels phoniques, si on peut le dire comme ça? Oui, il y a un travail qui doit se faire dans ce sens. Parce que les peines sont vraiment, ne sont pas à la hauteur de l'acte criminel que pour ces gens-là. Donc il va falloir en son temps qu'il y ait un toilettage au niveau des tests pour que véritablement, comme ça se passe dans d'autres pays de la sous-région, pour que les peines soient vraiment rehaussées. Et l'autre chose aussi, et en tout cas c'est un constat personnel, est-ce que déjà il y a un suivi au niveau de, quand les gens sont condamnés, par exemple à des amendes et autres, est-ce que la structure chargée de récupérer les recettes, c'est-à-dire ces amendes-là au profit de l'État, est-ce que cela se fait? Mais dans la culture... Dites-nous, est-ce que ça se fait? Oui. Bon, est-ce que ça se fait? Oui, vous? avec, comment appelle-t-on, quelques démarches menées, habituellement ça ne se fait pas. Parce que soit les individus donnent de fausses informations sur l'identité et consorts, donc ça ne facilite pas la tâche à la structure en question. Donc il y a des freins. Pardon? Il y a des freins à l'application alors des peines. Oui. Les peines, c'est-à-dire, une fois le juge prononce sa peine. Mais il faut maintenant l'exécution de ces peines. Il faut l'application. Voilà, il faut l'application. Et c'est là où le bas blesse. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour pouvoir aider à l'application de cette peine du juge? Parce que le juge aura déjà fait son travail, mais le reste, c'est l'exécution, c'est l'application. Là, qu'est-ce qui fait défaut à ce niveau? Voilà, ce qui revient à tous citoyens béninois que nous sommes, c'est de pouvoir aider l'État central à bien faire son travail. Parce que si, par exemple, comme je le disais tantôt, quelqu'un est condamné, par exemple, à 15 millions d'amende, ou 15 millions, c'est juste un exemple, mais si la personne a des biens, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Même si la personne n'arrive pas à solder, il faut déjà que le jour où il va partir, il va léguer un héritage, un patrimoine à ses enfants. Mais il faut que les enfants puissent assumer la responsabilité. En quoi les enfants sont concernés? En quoi les enfants d'une victime, bon pas d'une victime, d'un criminel phonique, d'un prédateur, oui. En quoi ils sont concernés? Je prends des dommages civils. Les dommages civils, parce que le dommage, comment appelle-t-on, la peine pénale, et comment appelle-t-on, incombe à l'acteur principal. Mais les dommages civils lient ses héritiers. Les ayants droit. Souvent, les citoyens estiment que les dossiers de crimes phoniques n'aboutissent pas généralement devant les tribunaux. Pourquoi? Mais aujourd'hui, ils n'ont qu'à se tromper. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, depuis 2014, au début, à partir de 2014, les juges n'étaient véritablement pas sensibilisés par rapport à cette loi. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, voire 3 ans d'activité sur le terrain. Ils sont très bien informés aujourd'hui. Et vous allez voir, pas seulement concernant le cas du pangolin, mais avec, par exemple, les défenses ivoires et consorts, aujourd'hui, même les peaux d'animaux sauvages et consorts, aujourd'hui, les juges sont sensibles et ils voient déjà que eux-mêmes doivent jouer leur rôle pour la préservation. Aujourd'hui, quelle est la fréquence de dossiers sur la table des juges? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou bien ça vient de manière éparse? Voilà. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec le suivi, il y a un seul dossier de pangolin actuellement qui est au niveau du tribunal d'Abomey. Et il y a la première audience qui devait avoir lieu la semaine dernière, je crois, si je ne me trompe pas. Mais bon, pour certaines, cela a été reporté. Cela a été reporté, a été renvoyé pour le 15 prochain. Ça fait après-demain. L'audience aura lieu après-demain. Oui, allez-y. Et vous êtes sûr que le dossier est bien suivi par l'État béninois, avec tout ce qu'il faut pour que vraiment on ne puisse pas encore voir l'accusé s'infiltrer? Oui, l'État a fait son travail, c'est les juges qui doivent accompagner.
avec des peines sévères pour que véritablement tous ceux qui sont dans ces domaines d'activité, l'État, les organisations de la société civile, etc., puissent se donner la main et avancer. Quelles sont les autres espèces menacées à l'heure où nous parlons en République du Bénin? Voilà. Et je vais vous énumérer quelques cas de la catégorie A. Nous avons l'éléphant, nous avons l'éléphant, nous avons le citatunga. Est-ce que nous avons des éléphants au Bénin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléphants qui séjournent dans nos forêts? Oui, il suffit seulement de faire un tour dans les derniers refuges. Je précise très bien, les derniers refuges, c'est-à-dire le parc d'Ouvé, le parc Pendjari, avec Arli et consorts. Donc nous avons encore quelques espèces d'éléphants dans ces parcs-là. Et les éléphants sont considérés comme l'une des espèces menacées aujourd'hui au Bénin? Très menacées. En dehors des éléphants? Nous avons les éléphants, nous avons le citatunga. Nous avons aussi le citatunga, le caméléon, même le caméléon est très menacé. Et quoi encore? Nous avons les tortues marines. Nous avons... Et quoi encore? Bon, c'est quelques cas. Et de l'autre côté... il y a aussi la panthère, le guépard, voilà. Et ces espèces-là sont vraiment protégées. Est-ce que les populations arrivent à comprendre la nécessité de protéger ces espèces-là? Est-ce qu'on arrive vraiment à les convaincre? Oui, bon, comme le dit certains, il n'y aura jamais braconnage zéro. Parce que, quelle qu'en soit la situation, les gens s'entêtent toujours pour pouvoir... Parce que le problème, c'est quoi? Ces populations ne savent pas qu'en protégeant ces espèces, ça peut leur apporter des revenus. J'imagine, par exemple, aujourd'hui, nous avons cette chance-là où African National Park est en train de s'installer. Mais quand le parc sera bien sécurisé, on aura des touristes. Quand les touristes vont venir, déjà, les populations avoisinantes peuvent commencer par avoir des idées, par exemple, faire des trucs d'art et consorts, et vendre et commercialiser à ces touristes-là. Il y aura des opportunités. Il y a des opportunités, oui. Vous avez parlé de cette structure kenyane qui va s'installer bientôt au Bénin, notamment au niveau du parc Pendjari. Le gouvernement béninois qui entend investir environ 20 millions d'euros en affermage dans ce parc-là. Quel sera l'impact sur les espèces animales au Bénin? Avant l'impact, comment appréciez-vous cette décision du gouvernement? Est-ce que c'est une décision judicieuse, heureuse pour nos parcs? Ok. En tant qu'acteur de la société civile, je ne peux qu'applaudir cette décision. Parce que nous avons vu pendant des années tout ce qui se passe au niveau de ces parcs. Quand bien même il y a des arrestations, tout ça, les braconniers s'entêtent toujours en complicité avec ceux-mêmes-là qui sont chargés de pouvoir assurer la sécurité du parc. Mais avec le dispositif aujourd'hui, ouais, l'expérience d'African Park dans d'autres pays, nous avons espoir que ça va s'améliorer. C'est une décision applaudie. Quel sera l'impact alors? Bon, d'ici, je pense que, une fois qu'ils vont commencer leur activité, on va voir la multiplication de ces espèces-là dans le parc. Déjà, les braconniers n'auront plus des accès faciles à pouvoir abattre ces grands mammifères-là qui attirent encore plus beaucoup de touristes aujourd'hui. Mais Sirao, votre conclusion? Bon, ma conclusion est très simple. Il faut véritablement, n'allons pas tout laisser sur le dos de l'État. Il faut véritablement que chaque citoyen, quand tu vois, déjà, tu constates à un endroit donné qu'il y a quelqu'un qui est en train de trafiquer ces gens-là, il faut dénoncer. Il faut dénoncer à la police, aux forestiers, et même les organisations de la société civile qui sont dans ce domaine d'activité. Il faut les informer parce qu'on doit se donner la main pour décourager ces actes-là. Sinon, demain, les générations futures nous demanderons des comptes. Merci à vous, Ludovic Dagba. Merci à vous, merci à M. Omefa Dovi. Il est juriste spécialiste des questions de lutte contre la criminalité phonique. Il était sur ce plateau pour parler de la protection de certaines espèces animales menacées, le cas spécifique du pangolin, le pangolin qui, bien sûr, se retrouve un peu au centre du Bénin et qui est une espèce aujourd'hui menacée. Il faut tout faire pour éviter que cette espèce ne soit décimée et afin que la prospérité puisse quand même en savoir un mot.
Prenez le rendez-vous demain pour un autre numéro de l'Instant Débat, fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM.